Et tout ça est bienvenu, il n'y a aucun problème, c'est bien. D'accord. Mais ça n'enlève rien au point de départ, qui est la question de savoir de quoi le peuple est-il le nom, Frédéric Brahamy. Parce qu'il y a une ambiguïté sémantique autour de la notion de peuple. On peut à la fois par le mot de peuple désigner l'ensemble des citoyens, ceux qu'on convoque en cas de référendum ou d'élection, bon. Mais on peut également, par le mot peuple, désigner ce qui est populaire. Est-ce que le peuple, c'est le tout ou est-ce que c'est la masse? Est-ce que c'est l'ensemble des citoyens ou est-ce que c'est ce que les Romains appelaient la plèbe? C'est justement toute l'ambiguïté de ce concept de peuple, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est l'un ou l'autre, hein, puisque ça a toujours été les deux à la fois. Ça a toujours été le cas, hein? Ça a toujours été le cas, cette différence entre les deux sens du peuple, un sens social, un sens où le peuple c'est finalement la partie la plus nombreuse et la plus pauvre de la société, donc qui s'oppose à d'autres classes sociales, la bourgeoisie, l'aristocratie, les patriciens. Aux patriciens à Rome, à la bourgeoisie, à l'aristocratie, bon. Et en même temps, le peuple, c'est le concept d'une totalité de citoyens qui sont unifiés et qui sont politiquement constitués par leur désir de décider ensemble de leur mode de vie. Et ça, c'est une contradiction fondamentale. Et c'est une contradiction. C'est une contradiction puisque on n'a pas attendu Marx pour savoir qu'entre le peuple comme masse nombreuse et pauvre de la société... Tenez, regardez. Au moment où on parle, voilà la liberté de l'autre côté de la rue. La liberté guidant le peuple. Alors voilà. La liberté est en marche. Hein. La liberté est en marche et la liberté, c'est ce que cherche le peuple et ce qui constitue un peuple au sens politique du terme. Puisque si le peuple ne se pense pas et ne se veut pas libre, eh bien il n'est pas peuple. Nous avons des esclaves et des maîtres. Il faut, pour être libre, que le peuple se veuille libre lui-même. C'est l'essentiel d'ailleurs du propos de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, qui est un texte génial, dont il faut quand même rappeler qu'il l'a écrit à l'âge de 16 ans. Espèce de Mozart de la philosophie politique, a écrit à l'âge de 16 ans ceci. Il s'interroge, il s'émerveille, il veut tâcher de comprendre comment il peut arriver que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire que tant qu'ils en manifestent la volonté, qui ne saurait leur faire du mal que lorsqu'ils aiment mieux l'endurer que s'opposer à lui. À croire la Boétie, on se dit que les individus ne sont, enfin le peuple plus exactement, n'est en situation de servitude que s'il le désire, paradoxalement. Voilà, la servitude volontaire, eh bien on a bien là toute l'ambiguïté du concept de peuple, puisque un peuple n'est peuple que s'il est libre, et en même temps, on ne connaît pas de peuple qui ne soit gouverné, donc il y a une scission essentielle entre les gouvernés et les gouvernants, et du coup la question c'est comment se fait-il qu'un peuple qui se définit par sa liberté ait besoin d'un gouvernant? Et comment se fait-il qu'un peuple qui peut être libre... Voulez-vous vous débarrasser du manteau? Oui. Comment se fait-il qu'un peuple qui n'est libre que s'il le désire se retrouve le plus souvent en situation de servitude? Eh bien parce que... Comment la servitude peut-elle être volontaire? Alors, le grand soupçon que fait poser... Enfin, la grande question que pose la Boétie, en fait... Ouais. C'est est-ce que le peuple qui se perçoit lui-même comme voulant être libre, hein, ou qui se définit comme voulant être libre, est-ce qu'au fond ce n'est pas une pure illusion? Puisque le peuple désire sa servitude. Et dans le même temps, pardon, mais regardez. Voilà le mur de Berlin en 1989. Alors bien sûr, le mur de Berlin a été construit avant d'être détruit.
Mais enfin, voilà le peuple qui s'empare de sa liberté et qui fait tomber les murs parce qu'il le décide. Et les militaires sont dérisoires ici. Ils savent très bien, c'est peine perdue avec leur jet d'eau. Ils savent très bien. D'ailleurs, le jet de champagne en réponse au jet d'eau en témoigne suffisamment. Il suffit pour le peuple de vouloir être libre pour conquérir sa liberté. Oui, c'est une illustration de ce que dit la Boétie. Il suffit de dire non au tyran pour que le tyran soit privé de tout pouvoir. Alors, c'est un moment de ferveur. On voit même là que c'est un moment de fusion ou de fraternité, puisqu'il semble que les soldats de l'Allemagne de l'Est finissent par fraterniser. Il n'y a pas de sang. D'ailleurs, on sent bien, il les repousse mollement. Voilà. C'est perdu d'avance. L'autorité, qui est ici une autorité arbitraire, c'est-à-dire la figure d'un peuple qu'on a privé de sa liberté en son nom, puisque c'est la République démocratique mal nommée d'Allemagne qui a voulu priver, enfin, le système soviétique était ainsi fait que les États satellites ont privé le peuple de leur liberté au nom même du peuple. Or là, retour de liberté. Retour de liberté, c'est-à-dire que... Alors, c'est compliqué parce que ce peuple, évidemment, veut sa liberté, il la conquiert, mais il veut aussi la réunification. Et là, on a une autre ambiguïté du peuple, c'est-à-dire qu'un peuple, c'est pas seulement un ensemble d'hommes qui veulent vivre ensemble, c'est aussi une nation qui partage une histoire. Et là, le peuple est-allemand voulait la liberté en passant à l'ouest, le monde libre, mais voulait aussi mettre fin à la séparation de l'Allemagne et retrouver quelque chose comme une nationalité. Passer à l'ouest, c'était en l'occurrence passer à Berlin-Ouest, qui était une enclave libérale ou une enclave de liberté à l'intérieur d'un régime qui, lui, était totalitaire. Situation tout à fait paradoxale en histoire, où la géographie et l'histoire, ici, sont un paradoxe. Absolument, comme si la liberté de Berlin-Ouest était un atome capable finalement de faire exploser le bloc de l'Est. Et alors voilà où tout a commencé, car le même peuple qui réclame sa liberté est aussi celui qui, comme le dit la Boétie, encore dans le traité de la servitude volontaire, est aussi celui qui peut désirer la servitude. Il n'est pas croyable de voir à quel point le peuple, dès lors qu'il est assujetti, tombe si soudain en un tel et si profond oubli de la liberté qu'il n'est pas possible qu'il se réveille pour la ravoir, servant si librement et si volontiers qu'on dirait à le voir, non pas qu'il a perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. Comment comprendre qu'on puisse lutter pour sa servitude comme s'il s'agissait de sa liberté? Voilà, Nuremberg 1934. Eh bien, c'est encore un des éléments de l'ambiguïté de cette notion de peuple. On a vu tout à l'heure que le peuple, ça pouvait être soit l'unité d'un tout, soit la partie la plus nombreuse et la plus pauvre de la société. Mais un peuple, c'est aussi, on le voit très bien ici, une foule. Et on voit l'opposition incroyable entre la foule de tout à l'heure, la foule de 1989 qui fait casser les murs, et ici cette foule qui est mécanisée. C'est absolument terrifiant. Ce sont des images de Leni Riefenstahl, mais la mise en scène est stupéfiante. Oui, c'est-à-dire c'est un peuple... Domestiqué. Domestiqué, complètement mécanisé. Donc est-ce que c'est encore le peuple? Est-ce que c'est encore le peuple ou est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est une figure du peuple? C'est-à-dire, est-ce que le peuple intervient? Au fond, deux questions, Frédéric Bramy. Est-ce que le peuple commence à l'instant où l'individu abjure sa souveraineté au profit d'une collectivité, c'est très frappant ici, dans laquelle il se dissout comme individu? Et deuxièmement, est-ce que le mot de peuple désigne aussi la partie de soi-même qui a envie ou besoin d'être crédule, la partie grégaire de chaque individu, en vous comme en moi, qui a le désir non seulement de servir, mais de croire celui qui l'intronise et qui l'a élu d'ailleurs, c'est-à-dire ici Hitler? Oui, on peut dire ça. À partir du moment où le peuple se rassemble ensemble dans une rue ou dans une fête, il y a quelque chose comme une perte de l'individualité. D'ailleurs, dans les deux figures de la foule sympathique qu'on a vue tout à l'heure, qui casse les murs. C'est le même pays. C'est le même pays. Apparemment, c'est deux figures totalement opposées du peuple, mais peut-être que ce qu'il y a de commun dans ces deux figures opposées du peuple, c'est en effet l'abdication de la souveraineté de l'individu, le fait que
il appartient au peuple en tant qu'il n'est plus véritablement lui-même. Et alors, ce qui est d'autant plus frappant, c'est que bien souvent, le tyran, comme c'est le cas ici, n'est pas particulièrement charismatique, hein. Ça peut être aussi... Alors, dans le cas de Mussolini, il fait profession de charisme. Oui. Dans le cas d'Hitler, il ressemble davantage à ce que la Boétie désigne comme une femmelette. Je ne sais plus si le mot est de lui, quelque chose comme ça. C'est-à-dire un tout petit homme, un petit voyou, un peintre raté. Peu importe le charisme du tyran, c'est quand même très étonnant, ça. La puissance. Alors bien sûr, Hitler avait une espèce de génie oratoire, mais ce génie oratoire ne suffisait pas à faire de lui un homme impressionnant. Un petit homme, Hitler. Bien sûr, mais Pas grand-chose, Hitler. c'est peut-être précisément ça, c'est-à-dire qu'un peuple dévasté comme est le peuple allemand après la Première Guerre mondiale, après la crise de 23, après la crise de 29, a besoin de se reconnaître dans un exemplaire quelconque de la nation, un petit caporal, quelqu'un qui a souffert, je suppose, et quelqu'un qui est capable d'enrégimenter les masses. Est-ce que l'ambiguïté qu'on a pointée autour de la notion de peuple au départ ne permet pas d'expliquer le fait que le peuple désire à la fois l'unanimité et qu'en même temps l'unanimité, c'est-à-dire le refus du dissensus au sein du peuple, est en elle-même liberticide? L'idéal d'un peuple domestique ou d'un peuple servile, c'est un peuple qui, comme un seul homme, vote pour un seul homme. Et dans le même temps, c'est exactement le moment où le peuple abjure sa liberté. Absolument. Dans la philosophie politique classique, on définit le peuple par l'unité de la volonté. Oui. Chez Hobbes, être un peuple, ce qui définit le peuple par opposition à la multitude, qui est dissolue, qui est passionnelle, ce qui définit le peuple chez Hobbes, c'est qu'il obéit à one will, un vouloir, une volonté. Ou c'est ce qu'on appelle aussi dans la philosophie Un État, classique. un peuple, un chef. Alors un chef, la question du statut du chef, elle est très difficile parce que normalement dans le peuple, si le peuple est libre, le chef n'est que le représentant que le peuple s'est donné. Mais ce qui compte, c'est que un peuple se définit par une volonté. Et c'est en effet, alors évidemment, une volonté, c'est la volonté du peuple, donc le peuple est libre. Mais en même temps, s'il y a unanimité, il n'y a plus de dissensus, il n'y a plus de place pour l'opposition, dans l'idéal. Le peuple est défini par un moi commun. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si, au nom de l'unité de ce peuple, quelque chose comme la liberté ne risque pas d'être en danger. L'unanimisme est suicidaire. Ici, la liberté guidant le peuple, on l'a croisé tout à l'heure, on la retrouve maintenant. La liberté guidant le peuple, le tableau magnifique d'Eugène Delacroix, qui se trouve au musée du Louvre-Lens désormais, qui se réfère aux Trois Glorieuses, les journées du 27, 28 et 29 juillet 1830, qui ont vu la chute de Charles X et l'arrivée du dernier roi en France, c'est-à-dire Louis-Philippe. Ce tableau, non seulement est magnifique, pour toute une série de raisons qu'on va examiner, mais intéressant également parce que la liberté suppose une conquête, une victoire, une bataille, un dissensus. Oui, alors la liberté, on le voit bien dans ce tableau. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans ce tableau, d'abord, c'est la diversité des classes. On voit en effet un bourgeois, un homme du peuple. Il a un haute forme de bourgeois, il a un pantalon d'ouvrier. Ce serait une figure de synthétique. L'unité, voilà, une figure de l'unité synthétique du peuple. Et puis il y a derrière des gardes nationaux ou des soldats, mais on suppose qu'ils sont en fait du côté du peuple. Ils marchent. Qui fraternisent comme les militaires de Berlin. Qui fraternisent. On voit que donc il y a l'unité, il y a la liberté. C'est pas l'égalité ni la fraternité. Là, c'est véritablement la liberté qui guide le peuple. Donc la liberté, c'est la catégorie première en vérité, puisqu'encore une fois, s'il y a un peuple, c'est qu'il y a institution du peuple. Sinon, toujours pareil, on a des esclaves et pas un peuple. Et en même temps, on voit que cette liberté, elle n'est pas donnée, elle n'est pas facile, elle est à conquérir, parce qu'elle coûte. Il y a un enracinement, ou en tout cas, il y a toujours un socle, là, pour le coup, littéralement, sanglant. La liberté, ça coûte. Et si la meilleure image du peuple était, plus encore que cette liberté allégorique qui tient la hampe du drapeau tricolore dans l'axe médian du tableau, le Gavroche qui est à côté?
Le Gavroche qui est à côté. Il faut rappeler que dans Les Misérables, ça se passe en 1832. Ce sont les journées insurrectionnelles de 1832 et pas 1830. Mais enfin, on a ici, comment ne pas penser au Gavroche de Victor Hugo, qui a même la besace dans laquelle on imagine qu'il est allé récupérer les cartouches des morts, des soldats morts sur le champ de bataille. L'enfant, alors si on pense à Gavroche, c'est l'enthousiasme, c'est l'innocence, c'est la pureté. Il se sacrifie sans même savoir. Est-ce que ça suffit à en faire une figure du peuple? Et puis c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple non plus qui ne se projette dans un avenir. Un peuple ne se définit pas comme étant un peuple à chaque génération. Il n'y a pas de peuple nouveau à chaque génération. Et donc la liberté, c'est aussi une promesse. On se bat, Gavroche se bat, mais on se bat pour que Gavroche soit libre. Vous parlez d'innocence. Est-ce qu'on peut parler de naïveté? Pascal dit, il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. Pour Pascal, la puissance des souverains repose d'abord sur l'imagination de celui que les souverains gouvernent, c'est-à-dire du peuple en l'occurrence. Il est important que le peuple continue de croire, ou à défaut d'y croire, de s'en persuader en tout cas, que le souverain est investi d'une tutelle presque divine. Alors, c'est passionnant cette pensée de Pascal parce qu'elle est extrêmement riche. Elle signifie d'abord que, en vérité, les lois ne sont pas justes. C'est ça que signifie. Ne pouvant faire que le juste fût fort, on n'a fait que le fort fût juste. Voilà, donc les lois ne sont pas justes, il n'y a pas de système qui soit meilleur qu'un autre, et pour Pascal, le souverain bien en politique, c'est simplement la paix civile, entendue au sens d'absence de guerre civile. Donc c'est très minimaliste comme exigence politique. Mais en même temps, que dit ce texte? Il dit que le peuple n'accepte d'obéir que parce qu'il les croit justes. Et il ne faut pas le détromper. Mais alors on peut dire c'est extrêmement cynique. Il ne faut pas le détromper parce qu'il le sait en fait qu'elles ne sont pas justes. Parce que du point de vue de Pascal, est-ce que le peuple ignore que le roi est un homme comme les autres? Ou est-ce que le peuple le sait mais ne veut pas le savoir? Il y a une vraie ambiguïté chez Pascal de ce point de vue quand même. Moi j'ai une lecture simple du texte. Je pense que Pascal considère que le peuple est niais, naïf. Il n'obéit que parce qu'il croit, il est crédule, il croit que les lois sont justes. Mais c'est très important qu'il ait besoin d'y croire. C'est drôle parce que... Parce que ça signifie qu'au fond, personne n'accepte de se soumettre. Alors, peut-être on peut dire qu'il y a quelque chose comme de la mauvaise foi. Ça intéresse aussi... Si vous voulez, de la même manière que se divertir chez Pascal, c'est pas oublier qu'on va mourir, mais c'est vouloir oublier qu'on va mourir. Donc ça veut dire qu'on sait bien qu'on va mourir. Est-ce que croire à la souveraineté du souverain, ça n'est pas vouloir y croire pour pouvoir s'y soumettre? D'accord. En cela, ça permettrait d'expliquer la servitude volontaire. Oui, mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est cette idée quand même que ce qui reste de liberté chez l'homme fait que il ne peut pas accepter d'ouvrir les yeux pour regarder sa situation d'oppression. Il a absolument besoin de croire que le système politique dans lequel il vit est légitime. Et ça suffit en quelque sorte à ne pas sombrer dans l'abjection qui consisterait à se soumettre à la force. Parce que ça veut dire au fond que ce qui définit un peuple, c'est l'opinion. Alors, que cette opinion soit fausse, illusoire, idéologique. Élise Hitler ou fasse tomber le mur, on en revient à cette ambiguïté fondatrice. Toujours, voilà. Le peuple n'accepte d'obéir qu'à ce qu'il croit juste. Et c'est essentiel. C'est ce qui différencie un peuple d'un troupeau d'esclaves, ou c'est ce qui différencie un peuple d'une pure masse qui réagit de façon instinctive à des impulsions. Il faut avoir une pensée de derrière, dit Pascal, et juger de tout par là, en parlant cependant comme le peuple. Il y a 3 instances pour Pascal. Il y a le souverain, il y a les demi-habiles et il y a le peuple. Les demi-habiles sont ceux qui croient apprendre au peuple quelque chose en enseignant la liberté. Le peuple et le souverain s'entendent entre eux pour enjamber justement ces donneurs de leçons que leurs leçons n'engagent pas. Oui, les demi-habiles, ce sont ces hommes qui ont bien compris que les lois étaient injustes. Citoyen Brahami. Je vais voter. Mais vous votez pour le candidat bleu ou le candidat jaune, mais... D'accord, mais je prends les deux. C'est naturellement. Et donc? Donc les demi-habiles, ce sont ces gens qui ont bien compris que la loi était arbitraire, que en fait la loi n'était qu'un masque de la force, et ils veulent émanciper le peuple.
Ils veulent que le peuple n'obéisse plus à des lois injustes. Et pourquoi sont-ils demi-habiles? Parce que c'est bien, ils émancipent le peuple. Ils sont demi-habiles parce qu'en fait, ils n'ont pas, eux, de meilleur système à proposer. Parce que nous ne savons pas quel est le système politique juste pour Pascal. Et donc, ils ôtent aux hommes leur crédulité, mais en fait, ils les vident, il n'y a rien à mettre à la place, et ils sont des fomenteurs de guerre civile. Pourquoi voterai-je? Parce qu'on m'a convaincu que le seul acte politique de ma vie consiste à porter mon suffrage dans l'urne une fois tous les 4 ans? Mais c'est le contraire d'un acte. C'est Sartre qui le dit. Élection piège à con, dans les temps modernes, en 1973. C'est pas idiot comme argument. Et si le fait de voter, qui est quand même un paradoxe, puisqu'on s'isole de tous au moment où on veut faire comme tout le monde. Donc pour être citoyen, il faut se couper de la foule, c'est quand même particulier. Et surtout, est-ce que le fait de voter ne nous dispense pas ensuite de nous occuper des affaires publiques, au fond? Alors, il y a beaucoup de choses. En effet, l'isoloir, c'est un paradoxe matériel, enfin vivant, on le voit très bien. On s'isole, c'est-à-dire qu'on est seul vis-à-vis de soi-même et qu'on va décider de la société qu'on veut. Le moment du vote, c'est bien le moment où le peuple constitue littéralement le pouvoir. C'est très paradoxal puisque, du coup, ça veut dire que le peuple, comme tout, n'est rien d'autre au fond que le résultat purement arithmétique, la somme arithmétique de chacun des votants. Donc c'est en se désocialisant, la symbolique de l'isoloir, elle est passionnante. Je m'isole, c'est une garantie de ma liberté. Ça veut dire que personne ne va savoir pour qui je veux voter et c'est absolument essentiel. Je m'isole, c'est aussi le moment où je suis censé en finir avec les discours partisans, politiques, etc. Le jour de l'élection, on n'a pas le droit de parler de politique. Donc pour être dans le secret d'une conscience, voilà. Pour être au clair dans sa conscience, on abjure la transparence. On ne vote pas à main levée dans une démocratie. On ne vote pas à main levée dans une démocratie parce que justement, il faut casser l'effet d'entraînement que produit le fait d'être ensemble. Et donc, en effet, le paradoxe, c'est que c'est en me désocialisant que je vais constituer le peuple. Et ça, c'est une représentation individualiste. C'est bourgeoise et demi-habile, justement. C'est exactement ce que. C'est pour ça que Sartre le déteste. Voilà. C'est une représentation qui suppose que le peuple émane de la rencontre ou de l'addition des volontés individuelles, ce qui est une manière, pour Sartre, de nier la réalité même du peuple. Nous sommes sériés les uns à côté des autres. Alors, sériés ou sérialisés, il dit... alors, Sartre, du point de vue de Sartre, c'est au nom de la démocratie qu'il est contre le vote. Bien sûr. C'est au nom d'une démocratie directe et non pas une démocratie représentative. Qu'une démocratie délègue à d'autres le droit de gouverner en son nom est pour Sartre un paradoxe, et c'est vrai, une contradiction irréconciliable, quelque chose qu'il faut surmonter, qu'il importe de surmonter, ou à défaut de le surmonter, une mascarade à laquelle il ne faut pas participer. C'est pire qu'une mascarade, l'élection. C'est-à-dire que si la démocratie, c'est l'exercice de la souveraineté par le peuple sur le peuple, alors elle ne peut pas naître dans un isoloir, inévitablement. L'isoloir, c'est la machinerie libérale qui sert à détruire, qui a pour fonction de détruire la démocratie. Il dit, on noiera la révolution dans les urnes, ce qui n'est pas étonnant, puisque de toute manière, elles sont faites pour ça, les urnes. Les urnes, elles sont faites pour ramener l'individu seul en face de lui, et donc empêcher que se constitue la démocratie. En fait, Sartre nous dit ce que vous croyez être une démocratie, ce que vous appelez une démocratie, nos systèmes dits de démocratie libérale, sont en fait des systèmes purement individualistes. Ce qu'on appelle démocratie, nous, c'est pas du tout l'exercice de la souveraineté par le peuple, parce que nous nous méfions aussi du peuple en tant que tel. Ce qu'on appelle démocratie, nous, c'est en fait un système qui protège les droits subjectifs, les droits de l'homme, mais les droits de l'homme sont des droits individuels. Et qui sert à tenir pour légitime le candidat élu pour lequel on n'a pas voté. Exactement. Donc qui sert à court-circuiter en permanence la démocratie directe. Allez, aux actes.
à voter. Citoyen Brahami. Merci Frédéric. Venez avec moi.